bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Étienne Guillet, directeur de cabinet de la préfecture, et Frédéric Tronel, le boss du BRGM, sont avec nous en plateau. Monsieur le directeur de cabinet, bonjour. Bonjour. Et bonjour également à Frédéric Tronel, bonjour. Bonjour. Ça bouge encore, ça on l'a tous remarqué. On a pu lire ici et là, et ça avait été déjà annoncé au mois de novembre sur cette même antenne, qu'il allait avoir l'arrivée d'une équipe de sismologues. Qu'est-ce qu'ils viennent pour faire quoi précisément? Est-ce qu'on connaît l'objet de la mission? Étienne Guillet. Oui, alors effectivement, il y a plusieurs équipes en fait. Il n'y en a pas qu'une, il y a plusieurs équipes qui vont venir de différents instituts, de différents centres de recherche, qui viennent sur Mayotte ces prochains jours, et ça va s'étaler jusqu'à la fin du mois de juin à peu près, qui viennent pour instrumentaliser, c'est-à-dire mettre des sismomètres, des accéléromètres et différents autres objets de mesure sur l'île, mais aussi dans les environs, en particulier autour de la zone de l'essaim de séisme, où on aura des sismomètres en profondeur, en mer, et aussi sur les Glorieuses, puisque l'enjeu de cette instrumentalisation, c'est d'obtenir le maximum de données, et surtout de pouvoir obtenir ce qu'on n'a pas aujourd'hui, une triangularisation, c'est comme ça que ça s'appelle, au niveau, pour pouvoir bien identifier l'ensemble des zones qu'on peut avoir. Et notamment le point GPS, pour savoir précisément où il est, la triangulation elle est obligatoire là-dessus. Voilà, c'est la triangulation pour avoir effectivement être le plus précis sur où est l'épicentre de ce phénomène sismique. Frédéric Tronel, est-ce qu'on en sait plus sur ce qui se passe au fond de l'eau, ou pour l'instant on est toujours en période d'observation? Alors aujourd'hui, nous sommes en période d'observation. Ce qu'on peut constater, c'est que depuis le mois de novembre, on a un épisode sismique qui est constant en densité et en magnitude, quelque chose de constant. Aujourd'hui, on a besoin... On dépasse rarement les 5, hein. On ne dépasse pas les 5 depuis le mois d'octobre, à ma connaissance. On a peut-être atteint le 4-9, effectivement, mais globalement, on a une vingtaine de séismes, au-delà de 4 par quinzaine, une quarantaine par mois, et une multitude de séismes inférieurs entre 3,5 et 4. Mais c'est constant. Donc aujourd'hui, Frédéric, on n'en sait pas beaucoup plus sur ce qui se passe au fond. Il faut toujours observer, prendre des mesures, ce que expliquait le directeur de cabinet à l'instant. On a consacré ces derniers mois à monter des opérations de déploiement de matériel de mesure. Dans le cadre d'un appel d'offres, Monsieur Guillet en parlait, dans le cadre d'un appel d'offres qui a été initié par l'INSU CNRS, un groupement donc de scientifiques. Alors je vais les citer parce que c'est important. Il y a l'Institut physique du globe de Paris, avec l'Observatoire volcanique du Piton de la Fournaise qui en dépend, l'Institut physique du globe de Strasbourg, et des laboratoires spécialisés dans certains domaines qui sont l'IPTER et puis l'ISTER, et puis le laboratoire littoral de La Rochelle, avec le BRGM. On va déployer des moyens à terre, de façon à avoir une meilleure connaissance de la zone épicentrale, donc des phénomènes, qui est aujourd'hui un peu diffuse. Les instrumentations en mer vont permettre, au-delà, je dirais, de la localisation précise, d'appréhender les migrations magmatiques potentielles, c'est-à-dire savoir si c'est dans la croûte, savoir si c'est dans des fractures, savoir si, parce que ça va être couplé aussi à des capteurs acoustiques qui vont permettre éventuellement de capter des émissions de gaz, par exemple. Et puis, il va y avoir même aussi un capteur de pression qui va pouvoir peut-être mesurer des déformations en continu. Étienne Guillet, au début, quand ça bougeait à Mayotte, les médias locaux, dont Kwezi, en parlaient forcément. Et puis petit à petit, ça a été les médias nationaux. Maintenant, ce sont les médias internationaux. Est-ce qu'on sait tout sur ce qui se passe? Parce que si la BBC, les Américains s'intéressent effectivement à ce qui se passe à 30 km, c'est pas 10, 30 ou 35 km de Mayotte, peut-être qu'il y a une raison. Est-ce qu'on nous cache quelque chose? Alors, on nous cache rien. Là-dessus, l'État a toujours été prêt à communiquer, à dire ce qui se passait. On l'a toujours fait. On l'a fait avec vous, avec d'autres médias au quotidien. Donc, il n'y a pas du tout de logique de cacher quoi que ce soit. La seule chose, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que ça a concerné d'abord les Mahorais. Et c'est eux en premier qui sont concernés par ces séismes, par cet essaim de séisme. Donc c'est normal que ça a été les médias locaux, ça a été nous qui avons été en première ligne, donc qui avons commencé à répondre. Donc on a, au début, c'est vrai, moi je m'en rappelle, il y a 9 mois, parce que ça fait quand même 9 mois qu'on est sur cet essaim de séisme, on avait très peu de données. On n'imaginait même pas, ou très peu, imaginer l'option volcanique qu'aujourd'hui, a priori, est sur la table. C'est pas certain non plus. C'est une hypothèse. C'est une option. On est toujours encore
c'est un phénomène qui est complexe déjà, faut le dire, puisqu'on est sur une zone où il y a des failles. Il y a aussi cette logique volcanique en plus. Donc tout ça est pas si simple à analyser, à comprendre. Il y a plusieurs hypothèses. Il y a plusieurs scientifiques. Alors, évidemment, les scientifiques français qui se sont mobilisés en priorité. Et puis maintenant, il y a eu aussi, vu le phénomène et l'exceptionnalité de ce phénomène. Hein, si on se dit les choses, 9 mois sur un essaim de séisme qui a plus de 4 régulièrement, en termes de magnitude, qui est à proximité d'une zone habitée, c'est pas tous les jours qu'on voit ça sur le globe, et donc ça intéresse un certain nombre de scientifiques qui se disent, bah oui, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Voilà. Donc il y a un travail qui est fait, ce qui fait que derrière il y a des publications à la fois françaises, à la fois internationales qui sont faites, et donc les médias, évidemment, s'en préoccupent, analysent, complètent, et c'est très bien parce que toutes ces données scientifiques qui sont collectées, certes en local, puisque c'est essentiellement des données locales qui permettent d'alimenter la réflexion scientifique nationale et internationale, permettent d'aller chercher d'autres hypothèses, d'aller mettre d'autres scientifiques autour de la table et de faire comprendre ce qu'il y a derrière. Frédéric Tronel, est-ce que ces instruments qui vont être des instruments de mesure, très précis du reste, qui vont être installés sur Mayotte, vont permettre de pouvoir anticiper, comme ça peut être le cas pour un volcan? On arrive à savoir un petit peu, attention, on a des bruits bizarres ou des signaux bizarres avant une éruption. Est-ce que là, avec ces instruments-là, on va pouvoir anticiper? Alors, la sismicité mesurée permet d'anticiper des éruptions volcaniques autour des volcans identifiés. Aujourd'hui, les instruments ne permettront pas de prévoir les séismes. Ça, c'est quelque chose, malheureusement, qu'on ne sait pas faire. Et aujourd'hui, malgré toutes les recherches qui ont été faites à travers le monde, on n'y arrive pas. Donc aujourd'hui, par contre, en fonction de l'amplitude, de la fréquence et du type de signal, on pourra comprendre ce qui se passe. Donc déjà, à partir du moment où on comprend ce qui se passe, on pourra anticiper éventuellement certains phénomènes. Mais là, je m'avance parce que il va falloir analyser les signaux, voir ce qu'on a comme signaux. En termes de signaux qu'on va obtenir avec les OBS, c'est des signaux particuliers et qui nous permettront certainement de voir le type un petit peu d'activité qu'il y a au niveau de la croûte océanique. Alors, parmi les questions qui arrivent, il y en a pas mal qui tournent toujours autour du même thème. Depuis octobre, je crois, on n'a pas eu un séisme qui a dépassé la barre des 5. Pardon pour l'expression, mais c'est grosso modo c'est ça. Est-ce qu'on a la certitude aujourd'hui que ça n'arrivera pas de dépasser cette barre de 5? Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que quand on observe l'énergie qui a été dissipée depuis le 10 mai, sur les 44 premiers jours, on a eu 90% de l'énergie qui a été dissipée. Donc depuis, on a une activité qui est persistante, qui est identifiée, mais qui est relativement... Qui est sur une courbe descendante. Qui est pas sur une courbe descendante, parce qu'en termes de cumul d'énergie, on a toujours une légère croissance. Intensité. Mais on a une pente qui est faible, c'est-à-dire que l'énergie, sur les 30-40 premiers jours, on a eu une énergie considérable qui a été dissipée. Il faut bien savoir qu'entre un 5 et un 6, on a x30 en termes d'énergie. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous comprenez, messieurs, notamment vous, Étienne Guillet, l'inquiétude de la population? Parce qu'on n'a pas d'infos. C'est pas que vous n'en donnez pas, c'est que Frédéric Tronel le dit à l'instant, on manque d'infos. On en aura peut-être un peu plus avec les instruments, mais... Alors, on comprend bien évidemment l'angoisse ou la crainte que certains peuvent avoir. Là-dessus, moi, il faut pas hésiter à poser les questions. Il y a une adresse mail qui existe depuis le début du phénomène, quasiment. On a mis en place, je crois, le 15 ou le 16 mai, donc on est à peu près à ce niveau-là. L'adresse mail, c'est séisme@mayotte.pref.gouv.fr. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des questions les uns les autres, à poser ces questions. On essaiera à chaque fois d'y répondre. On va réactualiser notre foire aux questions. Je sais que le BRGM l'a fait aussi sur sa foire aux questions. On réactualise nos foires aux questions parce qu'il y a des éléments nouveaux. On a eu dernièrement le coup des poissons morts où effectivement on n'avait pas du tout vu ça avant et donc on a eu des témoignages. Donc on a réactualisé les choses. On a redonné des informations par rapport à ça. On en sait plus sur ce phénomène? Alors on en sait pas beaucoup plus. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, sur les poissons morts, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu quelques témoignages de pêcheurs. Je suis venu ici d'ailleurs pour en parler. Oui, tout à fait. On a eu un poisson qui a été ramené par les pêcheurs dans un état de conservation qui, c'est pas leur faute, il était un vendredi, donc il a été congelé pendant 3 jours et on l'a récupéré le lundi. Donc les organes étaient un peu plus compliqués à analyser, mais il y a une autopsie qui a été faite. Mais on n'a eu qu'un seul. Donc on ne peut pas baser une réponse
par rapport à une donnée scientifique, par rapport à un seul spécimen analysé. Mais alors l'analyse, je peux le dire très clairement, il n'y a pas de mystère là-dessus. L'analyse dit quoi? Elle dit tout simplement qu'à priori, au vu des éléments qu'on a eus, le poisson aurait eu peur, serait remonté très vite dans la colonne d'eau, et pour des raisons qui sont très simples et qui sont biologiques, c'est que sa vessie qui lui permet de se dilater ou pas aurait explosé, et donc le poisson est mort et est remonté à la surface. Voilà. Après, est-ce qu'on peut en tirer d'autres phénomènes ou d'autres conclusions? À ce stade, non. On va changer de sujet si vous êtes d'accord, monsieur le directeur de cabinet. Vous êtes aussi le référent pour le grand débat national. Il a lieu à Mayotte. Il est organisé. Est-ce que vous sentez la population avoir envie de poser des questions, de participer à ces débats? Alors, sur ce grand débat national, il y a plusieurs choses. Un, effectivement, il y a un certain nombre de cahiers citoyens qui ont été mis en place par les communes. Il y en a 14 communes qui ont lancé des cahiers citoyens sur l'ensemble du territoire. Donc ça montre déjà une dynamique. Après, effectivement, il y a un certain nombre de communes qui vont se lancer ou qui ont déjà annoncé qu'elles allaient se lancer dans des réunions d'intérêt, d'initiative locale, excusez-moi, qui vont donc se mettre en place sur l'ensemble du territoire. Il y a Chirongui qui en a déjà annoncé 6. D'autres communes ont annoncé qu'elles allaient en mettre aussi en place, et je crois que c'est effectivement ce qu'il y a de plus adapté pour Mayotte. Et puis nous avons lancé depuis hier, donc c'est vraiment tout récent, un appel à la candidature pour un groupe de participation citoyenne qui sera réuni, alors c'est en fin mars, on n'a pas encore tout à fait les dates exactes, mais qui sera constitué de 2 personnes par commune, un homme, une femme pour chacune des communes de Mayotte, et qui aura vocation à effectivement débattre, s'approprier des thèmes du grand débat et apporter des réponses. Voilà. Des réponses qui seront peut-être amenées par Emmanuel Macron en personne, puisqu'il a annoncé lui-même qu'il viendrait effectivement à Mayotte aux alentours du mois de juin. Est-ce que les réponses des Mahorais donc à ce grand débat national sur le plan local vont alimenter les éléments de langage du président de la République en juin? Alors, je pense qu'effectivement, en tout cas, il y aura une remontée de toutes ces informations. Il faut savoir aussi que il y a des contributions qui sont faites sur le site du granddébat.fr, qui est le site spécifique pour ce grand débat national. Donc là-dessus, on a plus de 700 000 au niveau français. Hein, donc j'ai pas les détails pour Mayotte, mais on a plus de 700 000 contributions montées. En tout cas, la semaine dernière, il y a plus de 700 000 contributions. Donc il n'y a aucun problème pour qu'on ait toute cette matière. Cette matière-là sera en plus mise à disposition de tout le monde. C'est-à-dire que c'est en open data. Tous ceux qui voudront consulter leurs contributions ça sera possible, puisque voilà, il suffira juste de se connecter au site et on aura accès à la contribution de tous les Français. Dernière question, Étienne Guillet, qui vient d'arriver à l'instant. En quelques mots, quelle est la différence entre le débat national appliqué à Mayotte et les assises de l'outre-mer appliquées à Mayotte? Alors, les assises de l'outre-mer, c'était effectivement un exercice qui avait été lancé l'année dernière, qui était pour regarder un certain nombre de thèmes, et on a déjà vu, d'ailleurs, le livre bleu en est l'expression de ces assises. Le grand débat, ça a été suite à ce qu'on a vu, ce qui s'est passé en France avec le mouvement des Gilets jaunes, et qui s'est traduit par un certain nombre de questions, dont 35 questions que le président de la République a posées dans le cadre de sa lettre aux Français, et sur lesquelles il s'est engagé à apporter des réponses concrètes une fois le débat terminé. Donc ça veut dire que globalement, autour du mois d'avril, il y aura des réponses de la part du président de la République sur l'ensemble de ces 35 questions. Donc c'est pas tout à fait la même démarche. Ça n'empêche que c'est une consultation citoyenne, et je crois qu'il est de bon ton qu'on soit dans le cadre des assises ou dans le cadre du grand débat, de s'approprier ce débat. Étienne Guillet, merci beaucoup. Frédéric Tronel, une nouvelle fois, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de notre programme.